Nous sommes mardi 5 décembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges, Geoffava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour, Président Kaboré, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne le docteur Yopoleka Somé. Il est docteur en philosophie de l'université de Strasbourg et docteur en égyptologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'homme que nous auditionnons est actuellement professeur à Dedan Kimathi University of Technology à Nyeri au Kenya et également directeur de Center for African Renaissance Studies au sein de cette université. Avec Yopoleka Somé, il sera question de la possibilité de l'endogénéité au Burkina. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur les juges. Merci. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette présente convocation? Merci, Président. Ce qui retient notre attention, c'est le départ de deux grands messieurs au niveau du Burkina. Le 3 décembre dernier, Idrissa Malo, le saboteur, l'éminent entraîneur des étalons, au caractère suffisamment trempé. Il y a aussi le départ du vieux Sawaro, qui aura marqué les esprits par son courage à affronter l'avancée du désert avec ses mains nues et puis sa force et sa détermination. Voyez-vous, lui, il est parti le 3 décembre, alors que le 3 décembre 2018, lui-même a été accueilli en héros après avoir reçu le prix Nobel alternatif. Et c'est un 3 décembre 2023, 5 ans après qu'il part, au même moment où la COP28 se réunit sur les questions du climat à Dubaï. Donc, en tout cas, il aura marqué d'une tâche indélébile la lutte contre la désertification et la promotion, en tout cas, de l'environnement. Il a fait ce qu'il pouvait, il a marqué son histoire et il a marqué son passage sur Terre. Donc, c'est leur... En tout cas, ces deux personnalités ont marqué chacune dans son domaine le Burkina Faso à travers une contribution énorme. Saboteur a été entraîneur des étalons, mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est le policier, parce que c'est quelqu'un qui a un doctorat en criminologie, qui avait aussi conduit, je pense bien, les études sur la mise en place de la police de l'Union africaine à un moment donné. Donc, sur le plan national que sur le plan international, ces deux messieurs force de l'admiration et ont aussi marqué leur passage sur terre. Donc courage à leur famille et que la terre libre du Burkina en tout cas leur soit légère comme on aime à le dire. En tout cas, c'est des parcours qui ont inspiré et qui continuent d'inspirer vivement que cela puisse créer des émules au sein de cette jeunesse burkinabé. Parce que c'est quand même des repères, quoi qu'on le dise. Alors, juge Geoffava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est qu'il y avait une coalition, coalition d'organisations syndicales et de la société civile qui dénonçait en tout cas ce qui était l'enlèvement de Daouda Diallo, docteur Daouda Diallo, et qui demandait aussi sa libération. Et donc on avait un communiqué signé, mais on a vu aussi depuis quelques heures des images circuler qui font comprendre que, en tout cas, qui pourraient permettre de déduire qu'il serait peut-être en formation pour le front, en tout cas, comme on l'a vu circuler aussi pour certains autres qui en son temps avaient été réquisitionnés et sur lesquels peut-être la façon de venir les prendre avait fait interprétation étoilée. Donc du coup, on se pose encore la question, est-ce que la demande de libération pourra continuer? Qu'est-ce que ces organisations-là tenteront? Bon, l'affaire aussi, je crois, sur la question des réquisitions est toujours aussi en justice. Donc, c'est des éléments qu'on continue d'observer. Mais quand on est sans nouvelles de quelqu'un comme ça, et que, bon, peut-être on a des images qui permettent de déduire de ce que, au moins, il aille bien, je pense que c'est déjà quelque chose de bien à prendre.
Processus de mobilisation processus de transformation plutôt basé sur la mobilisation des ressources endogènes, notamment des ressources et aussi des forces internes. Eh bien, le développement endogène se présente aujourd'hui comme une nécessité pour nos pays. Nous en parlons ce matin, nous parlons d'endogénéité. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, je pense que il y a longtemps que M. Somé était passé sur notre plateau et en son temps il avait révélé que ce dossier qui sont à l'université Joseph Kizerbo pour pouvoir enseigner ce qu'il enseigne de l'autre côté aux étudiants burkinabés. Le dossier, en tout cas, tantôt il a disparu, tantôt on ne le retrouve pas. Est-ce qu'aujourd'hui cette affaire est réglée ou bien vous l'avez oublié pour de bon? Mais vous revenez toujours sur les mêmes histoires du passé. Pour moi, ça appartient au passé. C'est vrai, pendant de longues années, j'ai essayé de rentrer ici, dans ce pays. Je suis même venu physiquement avec femme et enfants pour donner ce que j'ai reçu aussi. Je pense avoir été bien formé. Je pensais que c'était un devoir pour moi de faire ça. Ça n'a pas marché. Pas à cause du fait que certains disent le pays vous a rejeté. Non, ça c'est pas vrai. C'est à cause de quelques individus, peut-être une ou deux ou trois personnes. On ne devrait pas donner autant de pouvoir. Ça devrait être collégial. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui m'est arrivé, qui est arrivé à beaucoup de compatriotes, mais ça c'est passé. Voilà, on passe à autre chose. Et puis je suis en Afrique et c'est ce que je voulais. Voilà, pour moi c'est ça. Je suis un Africain. Bien sûr, je ne suis même pas né au Burkina. Donc, voilà. Donc, partout où je me trouve en Afrique, je me sens chez moi et je pense que je peux être utile. Voilà. Oui. Maintenant, vous êtes au Kenya. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous enseignez là-bas exactement? Alors, j'ai été recruté pour Dedan Kimathi University of Technology. Donc, c'est une université des sciences qui forme des ingénieurs en toute spécialité. Et c'est une université très jeune qui a 11 ans, située dans un très bel endroit, donc à quelques encablures du mont Kenya, et qui a une ambition d'être une université panafricaine et de mettre à la base des cursus, par exemple, un tronc commun, où moi je suis, avec d'autres collègues, où quelle que soit la discipline que vous venez étudier, vous avez un cours de philosophie et pensée critique, critical thinking. Je pense que ça, pour un ingénieur africain ou n'importe, vous avez besoin de ça, pouvoir élaborer son propre jugement, quel que soit ce qu'on fait. Ensuite, nous avons toujours un point commun sur les contributions africaines aux sciences, aux pensées, aux valeurs, à la technologie, etc. Sur les arts de l'Afrique. Là, j'ai donné un cours ce semestre sur The Art of Africa, les arts de l'Afrique, la musique, le théâtre, la danse, etc., etc. Ensuite, vous avez les contributions africaines aux mathématiques et au film, au cinéma. Donc on joint l'ancien au nouveau. Ensuite, vous avez tout ça, c'est des troncs communs que vous étudiez, que vous soyez venu pour la physique, la chimie, l'informatique, la biologie, obligatoire. Ensuite, vous avez la médecine en Afrique, donc, et les questions qui touchent à l'environnement. Voilà, comment nos peuples ont réglé ces questions, etc., etc. Donc je trouve que c'est un très beau plan et je suis absolument heureux d'être impliqué dans ce programme, qui encore une fois est à dimension panafricaine. Et donc les jeunes burkinabés étudiants qui m'écoutent, voilà, j'aimerais qu'ils viennent pour cette formation. C'est en Afrique, ils seront chez eux. Et ils auront quelque chose qui est très complet. Et en plus, l'autre avantage dont je ne parle pas, c'est la langue Kiswahili. Tout le monde, c'est la langue nationale du Kenya. Et ça, c'est dans le projet du Center for African Renaissance Studies, d'offrir des cours de Kiswahili semestriels ou des cours d'été pour ceux qui désirent apprendre. C'est une langue intéressante. Bon, certains disent que il y a des mots arabes, mais oui, c'est vrai, il y a des mots anglais aussi, il y a des mots portugais, mais la racine est bantou. Voilà. Donc voici les avantages qu'il y aurait à aller dans cette université-là. Alors, juge Fouaba, question de généralité.
Bon, généralité, bon, c'est vrai que le docteur ne veut pas qu'on revienne sur le passé, mais j'ai comme l'impression que derrière il y a un gros pincement au cœur. Il y a la joie peut-être d'enseigner toujours sur le continent. Vous dites que vous n'êtes pas né ici, mais très tôt vous êtes venu ici. Vous avez fait une partie aussi de votre cursus ici avant de partir faire le doctorat en philosophie et puis continuer à faire le doctorat en égyptologie. Ça fait toujours quelque chose de ne pas pouvoir venir. C'est mon pays, c'est le pays de mes parents, eux, ils sont nés ici. Mais ça fait toujours quelque chose de ne pas pouvoir venir donner ce qu'on peut. Le regret, c'est pas même, voilà, on dit, parce que c'est aussi ce qu'on a quand on est étudiant, on veut aller participer à la promotion, au développement de notre pays, des choses comme ça, que nous partageons. Moi, j'ai milité étant jeune, mais aussi, c'est une motivation très personnelle. Je voulais que mes enfants, qui sont nés en Europe, grandissent à côté de leurs grands-parents, pour qu'ils leur transmettent une langue, une culture, qu'ils aient la culture du Burkina aussi. Et que voilà, c'est ce que je n'ai pas pu leur donner. Et ça, c'est le regret. C'est pas simplement d'avoir été refusé à l'université. Ça, bon, il n'y a pas que le Burkina qui a des universités. Je peux aller ailleurs. Mais la culture du Burkina, je peux pas. Il n'y a pas de substitut. Voilà, c'est à eux maintenant. En tout cas, ils sont adultes maintenant. Bon, voilà, de se raconter. Mais ça, en tant que père, je crois que c'est quelque chose que je regrette effectivement. Justement, c'est vrai que notre sujet, Padrissin, c'est un peu la question de la jodéité. Quand on regarde, parce qu'on est un peu dans la question de l'éducation, hein, déjà dans l'enseignement, on a comme l'impression que chez nous, ce que vous dites par exemple, penser par soi-même, savoir ce qu'on vaut, ce qu'on est, d'où on vient, c'est moins la préoccupation. On apprend d'abord toute l'histoire des autres et après on se surprend de ce qu'on soit dans un genre de complexe naturel. C'est lecture que vous avez aussi ou bien? Non, c'est quelque chose que j'ai vécu. Voilà, j'étais jeune ici, j'ai commencé à étudier la philosophie. C'est une discipline qui vous amène à poser 1000 questions. Voilà. Bon, les autres aussi, mais plus particulièrement la philosophie. Et le problème, c'était les textes, les auteurs, les noms qui étaient évoqués, c'était des Grecs, des Allemands, c'est ça la philosophie, des Français, des Anglais, mais les Africains, aucun. Et le nom qui venait, c'était même pas Cheikh Anta Diop à l'époque, c'était Nkrumah. Mais on se disait, mais quand même, avant Nkrumah, il y a qui? Quels sont les noms? Et là, moi ça me dérangeait absolument. J'ai dit, c'est pas possible. On nous dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la terre de l'apparition des êtres humains. Mais c'est-à-dire qu'on a attendu que les Grecs viennent nous donner quelque chose. Ça, c'est quand j'étais étudiant à Ouaga ici. Et ça, c'était troublant, quoi. Et puis finalement, et heureusement, le déclic est venu aussi ici, avant que je parte. C'était pendant la Révolution. C'est Sankara qui a organisé en 86 une conférence internationale pour la création de l'IPN. Et c'est Cheikh Anta qui aurait dû faire la conférence inaugurale. Et j'ai appris après que, en fait, Sankara est arrivé avec cette idée, puisqu'il a envoyé Basile Guissou en 83 voir Cheikh Anta à Dakar pour l'inviter déjà pour ce projet-là. Je pense que c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Pourtant, c'est pas un académique, hein, c'est pas quelqu'un qui a étudié à Oxford ou à la Sorbonne ou tout ça, mais c'était, voilà. Et ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, la situation est différente. Les gens à l'époque, on ne se posait même pas la question de l'Égypte. Peut-être qu'on était trompé par d'autres lectures. Hein, les textes religieux, la Bible, le Coran et tout ça. Sachant que géographiquement, c'était en Afrique, on ne faisait pas le lien avec nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui a changé fondamentalement dans notre système éducatif, si nous voulons aller quelque part. Oui, pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, eh bien, le docteur Yoporeka Somé, philosophe égyptologue, est notre convoqué à la barre du tribunal. Eh bien, aujourd'hui, il est beaucoup plus question, pour continuer sur la même lancée, il est beaucoup plus question du réforme de notre système éducatif. Par où faut-il commencer, justement, pour incarner ces valeurs? Il faut faire une réforme de fond en comble, en commençant par le plus petit niveau. Vous voyez des enfants de notre société qui vont à l'école élémentaire ou à l'école primaire. Ils doivent passer beaucoup d'années à apprendre le français.
qui est une langue extrêmement compliquée. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est une des langues les plus compliquées. Plus que, enfin, je parle des langues européennes, plus que l'anglais, plus que l'allemand. Et peut-être même plus que, je sais pas, les langues anciennes, là, je dirais le latin, le grec. Donc c'est compliqué pour nos enfants qui ne parlent pas ça à la maison. Ils passent 6 ans au stade du primaire pour apprendre, juste pour apprendre les rudiments du français. Donc ils ne maîtrisent pas parce que... Or, ils sont censés apprendre voilà, l'histoire du Burkina, l'histoire de l'Afrique à cet âge-là. Donc ils sont bloqués par la langue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, l'enfant il parle moré à la maison. Il sait comment s'exprimer. Pourquoi ne pas lui enseigner il y a beaucoup d'enseignants qui connaissent le moré quand même. Pourquoi ne pas faire ça? Et j'ai un ami, docteur Bazier, on a étudié la philosophie ensemble. Il a été à un moment donné conseiller technique du ministre de l'Éducation de base. Il m'a dit, voilà, il y avait les fameuses écoles bilingues. Il dit, mais comment ça marche? Il m'explique. Et ils font 5 ans. Ils ont de meilleurs résultats que l'école où on enseigne en français, qui fait 6 ans et le taux d'échec est énorme. J'ai dit alors, ça va continuer? Il me dit c'est la Suisse qui finance. Ok. Le financement suisse a fini. Bon, parce que c'était la convention. Et le Burkina n'a pas continué. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit ça c'est pas possible. C'est-à-dire que la Suisse, où on ne parle pas le moré, vient donner de l'argent pour qu'on enseigne en moré à nos enfants. Et quand leur projet est fini, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin. Mais enfin, quand même, il faut un jour être sérieux. Non? Et ils réussissent mieux. Donc, où est le problème? On va encore venir nous dire que c'est... Non, quand même, il faut quand même un peu de... Moi, ça me fait mal. Ça me fait plus mal que ce que vous parliez, ce que les Romains fait personnellement. Moi, on ne peut plus me toucher maintenant. Et de toute façon, c'est ça, je pense plutôt, le plus important, c'est eux, ce sont les enfants. Moi, ma vie est derrière moi et j'ai eu tout ce que je voulais. Donc... À vous écouter, pour vous, le problème, il est politique. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que quelqu'un décide. Exactement. Qui s'occupe de l'enseignement d'un pays? Voilà, c'est le politique. Mais est-ce qu'ils veulent même le bien de ce pays? Je parle de cette expérience en particulier. Parce que c'est... Et si vous expliquez ça, je crois que les Suisses, ils doivent nous regarder comme si on était des animaux. Parce que personne ne comprend ça si vous expliquez ça à l'extérieur, en Europe par exemple. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Non? Voilà. Donc, si on veut, vous avez parlé de l'endogénéité, mais le début c'est ça. Si on ne fait pas ça, à mon avis, on n'ira pas vers notre culture non plus, parce que ça ne sert à rien. Avec le français, ça va, on s'en sort, même si même si tu vas passer 15 ans, peut-être 20 même à apprendre une langue, et les civilisations qui ont été produites, tu apprends ça quand? Ou alors on ne croit pas, ou alors nous ne croyons pas qu'en utilisant la langue morée, nous ne sommes pas capables d'aller dans l'abstraction. Mais il y a un ami qui fait ça à l'université, le professeur Sabadogo Mahamadi. Donc si quelqu'un ne croit pas, il suffit d'aller suivre son cours pour comprendre. Voilà. Juge Bougma. Oui, effectivement, on est en plein là-dedans. C'est le contexte d'abord, et puis c'est le concept à la mode, en vogue. Ça passe par des réformes courageuses, comme vous l'avez dit, et ça passe également par un recyclage des enseignants. Puisque, bon, effectivement, les écoles bilingues ont fait leur expérience. Bon, ça n'a pas continué, on s'en est plus occupé. Alors qu'il faut revoir le système éducatif de fond en comble. Les autorités disent qu'ils calquent sur nos valeurs culturelles et traditionnelles. La question c'est, est-ce que la langue seule c'est suffisant pour dire que c'est bâti sur les... Mais c'est quoi comment vous recevez une culture? Enfin, prenons l'exemple que tout le monde connaît, la culture occidentale européenne, que je connais parce que j'ai appris le latin, j'ai appris le grec, j'ai appris le français. Donc je connais dans les nuances. Mais si je ne connais pas le latin, tu ne connais pas le latin, tu ne connais pas le grec, mais tu dis que tu es un intellectuel, les autres même ils rigolent, tu ne connais rien, parce que tu dois connaître les classiques.
Ça, on connaît. Donc, si nous voulons montrer que nous connaissons bien notre culture, moi, je ne peux pas dire que je connais la culture d'Agara si je ne suis pas capable d'aligner deux phrases en Agara, ou en Moré, ou en Kassena, etc. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas faire l'endogénéité en laissant les langues de côté. Ça, je veux dire, on s'amuse, quoi. Non, mais je pense qu'il faut être sérieux. Parce que ce n'est pas pour nous. C'est pour demain. Comment nous préparons cette génération à affronter un monde plus difficile que celui que nous avons connu, qui était déjà difficile. Mais ça, c'est notre responsabilité. Parce que nous, nos parents peuvent dire que c'était la colonisation, les colons. Bon, c'est vrai, ils nous ont fait beaucoup de tort, ça personne ne peut le nier. Mais depuis, nous sommes maîtres chez nous, nous avons survécu. L'Afrique, c'est un continent sous-peuplé, certes, mais ils n'ont pas réussi à nous exterminer. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons bâtir, en sachant tout cela, parce que nous sommes encore une proie. Et les autres ne vont... Parce qu'il ne faut pas... Bon, les gens croient que la communauté internationale, comment ils appellent ça, les partenaires... Non, ça n'existe pas. Ils font une guerre qui ne dit pas son nom. Ils nous font ça. Et si nous ne faisons pas attention, nous n'avons pas encore échappé, parce que nous ne sommes pas nombreux. Pas même 2 milliards d'habitants pour 30 millions de kilomètres carrés. Nous sommes déstructurés. On arrive ici au Burkina. Voilà, on peut utiliser n'importe quoi pour nous diviser. C'est là. Ce qu'on peut difficilement faire dans un pays comme le Kenya, par exemple. Ils ont une langue avec laquelle tous les Kenyans peuvent communiquer, qui est le Kiswahili. Chacun a sa langue. Moi, je suis dans une région où les gens parlent Kikuyu. Donc, on me parle d'abord en Kikuyu, parce qu'ils croient que je suis, là-bas. Parce qu'ils me demandent, mais vous êtes Luo ou Kalenjin? Donc, ils ne pensent même pas que je ne suis pas... Il me dit, mais moi, je dis, je viens de Luo. Il dit, mais vous parlez comme un Luo. Ok, donc, je suis un Luo, alors. Alors, donc, quand ils sont entre eux, ils parlent le Kiswahili. Est-ce que c'est difficile de faire ça ici? On prend n'importe quelle langue, le Moré, le Dioula ou le Fulfulde, c'est une décision. Sankara était là-dedans, mais il aurait dû trancher. Il a dit, on prend 3, c'est trop. Une seule suffisait. Voilà. Oui, mais puisque le risque est souvent que si on prend une seule, les autres langues vont disparaître. Mais je vous dis, moi, je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru à ça. Pourquoi? On a pris le français. Est-ce que le Moré a disparu? Est-ce que le Dagara a disparu? Non. J'ai vu au Kenya, ils ont le Kiswahili, mais les Luo parlent le Luo, les Kikuyu parlent le Kikuyu, etc., etc. Non, ça c'est un prétexte. Je pense que même c'est pire que ça. Je crois que c'est le signe d'une paresse intellectuelle. Voilà, et je maintiens cela, c'est une paresse intellectuelle. D'accord. Et ça suffit, il faut qu'on aille de l'avant. D'accord. Juge Boukma, allez-y. Et juge Géofava, plutôt. Petit commentaire et puis en même temps aussi une question pour finir. Je vous écoute, il y a des choses qui sont très intéressantes. Moi, j'épouse la vision selon laquelle, bon, ne plus s'attarder sur ce qu'on a fait de nous. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous? C'est fini. Ce qu'on a fait de nous, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, disons, c'est pas fini. Non. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous? Et c'est là où devient, c'est pour ça que c'est vrai que ça c'est du soufisme, mais c'est là où revient ma question maintenant. On est dans un débat aujourd'hui de souveraineté. C'est aujourd'hui le terme, je ne vais pas dire la mode, mais c'est le terme le plus partagé. On est dans un combat. Aujourd'hui, il faut affirmer quelque chose, c'est notre souveraineté. Quelle peut être la place, justement, de ce débat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, l'endogénéité, ici? Il faut que... Oui, mais le débat sur la souveraineté, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est ça, c'est là la question. Peut-être que si on entre dans le fond du débat, on aura des désaccords. Et qu'est-ce qu'on devrait y mettre pour vous? Pour affirmer cette souveraineté? Voilà, vous avez dit, en fonction de ce qu'on nous a fait, qu'est-ce que nous devons... Voilà, c'est ça, il faut tenir... Est-ce que les gens connaissent même ce qu'on nous a fait? Je crois que non. Moi, je crois que non. Même les nôtres, même nous autres, qui croyons avoir tout connaître. Mais il y a des choses dont on ne se rend pas compte.
c'est-à-dire des façons de faire, nos réflexes. Ça peut être de la violence verbale, mais physique aussi. Ça, c'est un héritage de cette histoire-là. C'était pas comme ça. Regardez comment on fait entre nous. Tu as l'impression que les Africains ne s'aiment pas, les autres ne nous aiment pas. Je peux vous le dire, j'ai vécu en Europe toutes ces années, je connais l'Amérique, je connais l'Asie, un peu une partie du monde. Ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Ça, c'est leur affaire. Mais entre nous-mêmes, est-ce que vous croyez que nous nous aimons? On peut être en désaccord, mais on peut avoir des désaccords polis, sans aller à la violence verbale, et même à la violence physique. C'est ça. Donc, est-ce que nous avons conscience de ça? Que c'est un héritage regardez comment fonctionnent nos États. Qui broient la vie de ses propres citoyens, comme s'ils n'en avaient pas besoin. Je parle en général, hein, en général. Ça, c'est pas des choses contestables. Hein? Donc, il faut qu'on répare tout ça. Il faut que nous nous réparions. Et que l'Afrique, c'est pas ça. L'Afrique, ce n'est pas ça. Ça, c'est le résultat du colonialisme, qui se satisfait de ceci. Et ils vont venir adouber ceux qui vont avoir ce comportement-là. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Exterminer vous-même votre peuple, nous allons venir ramasser les ressources après. Donc, il faut qu'on soit un peu conséquent. Et en connaissant cette histoire-là, et si c'était le cas, on serait déjà unis. On n'aurait pas ces taches de léopard sur la carte de l'Afrique, qui fait qu'on ne s'en sort pas. Regardez ce que nous vivons ici. Les 3 frontières, là, c'est quoi? C'est trop. Non? C'est trop. Donc, voilà, c'est difficile, hein? C'est difficile. Mais nous ne sommes pas des paresseux. Nous pouvons régler cette affaire. Oui, mais à la question du juge Va, qu'est-ce qu'on met dans le panier de la souveraineté? Mais je veux dire, c'est ça, c'est le respect de soi-même d'abord. Voilà. Moi, j'entends les gens dire... Ouais, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé au village, parce que, bon, les décès et tout ça, je vais saluer... une de mes sœurs, une grande sœur, une cousine qui est décédée. Je vais saluer ses enfants. Et il y a un jeune homme, donc un neveu, avec son fils. Donc moi, je suis le grand-père de ce petit-là. Et l'enfant a 2-3 ans. Il dit, moi je n'ai pas entendu ce qu'il a, il parlait en Dagara, mais bon, c'est les parents qui comprennent le langage des enfants. Et son père dit à son fils, l'enfant lui demande un fusil. Donc je n'ai rien dit pour permettre à la discussion de continuer. Je m'attendais à ce que le père dise, voici ton grand-père va lui demander le fusil. Le père a dit, il n'a pas une forge à lui, mais il s'est forgé. Il m'a dit, il faut qu'il fasse la forge tout de suite pour forger le fusil pour son enfant. Et il dit, mais il ne sait pas forger les balles. Et c'est là que je suis intervenu. J'ai dit, fais le fusil, quelqu'un saura faire les munitions. Un gars qui n'a pas été à l'école, il n'est pas scolarisé. Il pense qu'on peut fabriquer les fusils pour nous défendre. Moi, j'entends nos gens dire que les partenaires ont fait ci, ont bloqué ça. Mais nous pouvons fabriquer ça? Non? C'est ça la souveraineté? Je n'entends personne dire que nous pouvons fabriquer ça. Moi, j'ai vu, l'histoire nous apprend, Samori Touré, quand il capturait les fusils des Anglais ou des Français, il faisait reproduire par ses forgerons. Tout le monde connaît ça. J'ai vu les fusils que les Mormons, la rébellion paysanne au Kenya, a fabriqué. Ces gars-là étaient entourés dans la forêt. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas sortir. Les Anglais avaient fait un cordon comme ça. Où est-ce qu'ils ont trouvé le métal pour fabriquer? Les fusils sont exposés au musée de Nairobi. Chacun peut les voir. Pendant la guerre, pour se défendre. Et c'est pour éviter ça que les colons ont coupé les mains des métallurgistes. On veut être souverain? On veut dépendre d'un fournisseur pour nous défendre? Non, c'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Voilà. Et puis, je ne parle même pas des aspects, la culture, la langue, notre histoire. On a beaucoup de chemin à faire. Poursuivez, je vais. Oui, effectivement, bon, il y a un bon pan de notre histoire commune qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vrai. On a un passé aussi qui n'est pas reluisant, qu'on passe du temps à ressasser, alors que ce n'est pas encore fini, cette exploitation-là. Bon, l'Afrique a beaucoup apporté.
Alors que quand on entend certains, c'est comme si l'Afrique n'a rien apporté. Donc il faut soigner ça. Je dirais le point numéro 1, ça pourrait être ça. Parce que tant que vous n'êtes pas sûr que vos grands-parents également ont apporté quelque chose, vous ne vous sentez pas capable également de faire quoi que ce soit. Parce que les autres disent que leurs grands-parents ont fait ça. Alors c'est ça la confiance en soi. Mais ça repose sur quoi? Sur la connaissance. Oui, et nous avons fait quoi? Dans le domaine de la science, par exemple. Mais là, dans le domaine, quelle science? Citez une science particulière. Par exemple, les mathématiques. Okay. C'est ici. Ceux qui connaissent un peu l'Europe, il y a quelques années, devant l'hôtel de la monnaie à Bruxelles, c'est une place centrale, ils ont dressé une reproduction de l'os d'Ishango. L'os d'Ishango se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo. Et les savants, les spécialistes, disent que c'est le début des mathématiques. Bon, c'est assez discuté. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est le début de la numération écrite. Voilà. Parce que cet os-là a des encoches comme ça, tac, 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 1, 2, 3. Moi, quand j'allais à l'école, il y a longtemps, on nous disait, vous amenez 5 bâtonnets. Bon, tu arrives, pour t'apprendre à compter en français, mais en Nagara, on savait déjà compter. Donc, c'est ça, les bâtonnets, 1, 2, 3. Ensuite, 10. Ça, c'est comme ça que les Égyptiens, après, ont écrit les nombres de 1 à 9. 10, c'est un signe, c'était 11, c'est ça, plus, etc., etc. Donc, le bâton d'Ishango que les Belges ont dressé, ils ont écrit, il y a une plaque en bas, pour attirer les jeunes vers les sciences. C'est un artefact africain. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? C'est nous, c'est nos ancêtres, ils ne disent même pas que c'est... Parce que c'est un Belge qui a découvert ça. Voilà, c'est ça. Certains même de mes amis qui sont mathématiciens disent que ça, c'est pas encore les mathématiques, ce sont des pré-mathématiques. Les véritables mathématiques, ils disent que c'est les Égyptiens, parce que c'est abstrait. Voilà. Et qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants? Les théorèmes de Thalès. Vous avez un papyrus qui s'appelle le Rind, un papyrus mathématique. Il y a un croquis qui correspond au théorème de Thalès. Donc, il ne peut pas dessiner ça s'il ne connaissait pas. Il connaît ce que Thalès a considéré comme étant son théorème. Mais il a dû aller en Égypte pour le connaître. Pythagore, c'est pareil. Dans la philosophie, Platon, Aristote, la médecine, voilà, le dieu de la médecine des Grecs, c'est Asclépios. En fait, c'est la figure d'un Égyptien qui s'appelle Imhotep, que les gens connaissent comme étant le constructeur de la première la pyramide en pierre. Mais ce gars-là était aussi un médecin. Tout ça, c'est des Africains, noirs comme nous. Nous ne connaissons pas leur histoire. Effectivement, c'est ce dernier-là, d'ailleurs, qui a laissé sa fameuse coupe qui se retrouve sur les... Voilà, le caducée. Voilà, ouais. Sur les logos des pharmacies. C'est ça. Voilà, on disait la coupe oui, la fameuse coupe qui se trouve sur... oui, qu'ils appellent caducée, quoi. Voilà, c'est le symbole des pharmaciens, des médecins. L'inventeur, c'est ici. Et d'autres sciences encore. La philosophie, la littérature, la poésie, la chimie. La chimie même, c'est un mot Kenya, ça vient de Kemet, que vous avez déjà entendu, la racine là, qui sert à désigner le pays, l'Égypte ancienne. Tu veux dire noir, la noire, c'est-à-dire qu'on brûle et qui devient noir. Donc, mais ça, on a besoin, plus que les autres, d'un système éducatif qui mette ça à sa base. C'est pour ça que je suis heureux de la démarche des Kenyans et que je dis aux Burkinabés, aux jeunes, venez là-bas. Justement, moi, c'est l'intérêt de ma seconde question. Pour des ingénieurs, pour des chimistes et tout, de leur enseigner l'analyse critique en philosophie et puis ce que l'Afrique a apporté, c'est l'intérêt que je cherche à savoir. À l'intérêt de ça? Oui. C'est pour leur ouvrir les yeux. C'est-à-dire, moi, pendant l'interview, c'est ce que le recteur m'a dit. Il m'a dit, c'est leur demande, c'est pas moi qui suis allé leur proposer, c'est leur demande. Moi, je veux des ingénieurs qui ne croient pas que la technologie est un produit d'importation. Mais c'était une interview, j'étais surpris. Je n'ai jamais entendu un recteur d'université dire, pourtant c'est la vérité. C'est une banalité. Mais il est le seul à faire ça. Donc, c'est pas, bon, il est le seul à ma connaissance. Hein. Donc, ce n'est pas normal. Et si nous voulons le changement, il faut qu'on soit sérieux, il faut que les gens comprennent. Nous sommes dans des problèmes. Les autres font ça. Hein? Je ne parle même pas pas des Européens, je parle des Iraniens par exemple, je parle des Turcs.
hein, les Turcs, ils font ça. Ils fabriquent des drones pour se défendre. Nous allons là-bas pour acquérir des drones. Bon, j'espère que nous envoyons des gens pour apprendre la technologie des drones, parce que les lycéens iraniens apprennent ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un pays où, à n'importe quel moment, on peut leur tirer dessus. Donc, ils se préparent. Nous, c'est pareil. Les gens ne nous aiment pas. Et ils nous aiment moins que les Iraniens. Or, les Iraniens se préparent à se défendre. Donc, faisons les choses. Ne serait-ce que pour la survie, quoi. Pour vous, l'endogénéité est possible. Déjà, il faut commencer par le système éducatif. Il y a le volet sécuritaire où vous estimez qu'il y a beaucoup de choses à apporter. Mais certains vous diront que le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Sur le plan économique, nous avons des autorités actuellement qui parlent d'actionnariat populaire. Qu'est-ce que vous pensez de la contribution de l'endogénéité sur le plan économique? Oui, je pense que c'est la démarche qu'il faut suivre, c'est-à-dire que ce sont les gens eux-mêmes qui contribuent à l'économie, c'est-à-dire et qui financent l'économie du pays avec les ressources qu'on a. C'est vrai, la situation sécuritaire fait que nous ne sommes pas au meilleur de notre forme. Et c'est pour ça que, à la limite, moi je veux bien, on peut concentrer beaucoup d'efforts là-dessus, mais en sachant que une guerre, on va la gagner, c'est sûr. Nous sommes un peuple, on ne peut pas ne pas la gagner, on va la gagner. Mais il faut préparer l'après-victoire. Donc, le tour militaire n'est peut-être pas la solution. C'est peut-être la solution sur les champs de bataille, mais après la fin de la bataille, comment on fait? Il ne faut pas qu'on soit justement en train de faire des choses qu'on aurait pu faire en amont. C'est ça. Et une fois qu'on est sorti de ça, qu'on a rétabli le pays dans ses frontières, qu'on a rétabli la sécurité, que les gens peuvent vaquer à leurs occupations, alors les forces vont se démultiplier. Et à ce moment-là, notre pays n'est pas un pays pauvre. C'est aussi ce qu'on nous a vendu. Et que nous puissions utiliser nos potentialités, nos matières premières, parce qu'il y en a beaucoup, ici même, et que ça ne sorte pas à l'état brut. C'est ce qui nous a affaiblis. Les matières premières, même les êtres humains sont sortis du fait des autres. Mais nous ne pouvons pas faire ça. On devrait même dire que c'est un crime. Celui qui fait sortir un produit non transformé, c'est un crime. Voilà. Dans toutes les sociétés, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? Voilà. Donc ici, faisons-le. Si nous n'avons pas la capacité de le faire, on envoie nos jeunes gens, des jeunes filles à travers le monde pour apprendre. Ils reviendront le faire, même quand nous ne serons plus là. Mais nous partirons en sachant que demain, plus personne ne pourra faire ce qu'on a fait à nos ancêtres hier. Ça, c'est dans nos mains, on peut. Ce n'est pas facile. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas facile, mais c'est possible. D'accord. Nous pouvons le faire. Au plan politique, on estime que pour y arriver un peu plus vite, on devrait y aller ensemble. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Niger qui ont formé l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'initiative et ce qu'elle pourrait apporter? Moi, avant même ça, moi je suis de ceux qui pensent que l'Afrique est une. C'est ça le panafricanisme. Le préfixe pan là, en grec, ça veut dire tout, un tout. Ça veut dire qu'il n'est pas morcelé. C'est ça, moi. Donc, j'ai parlé des trois frontières avant, en disant qu'il y avait des 3 frontières de trop. Hein? C'est-à-dire le réflexe de survie devrait amener les 3 pays que vous avez cités là à ne faire qu'un seul. Ne serait-ce que, bon, voilà, si les gens veulent un président au Burkina, un président au Mali, un président au Niger, ok, bon, voilà. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'un. Est-ce qu'il est opportun de parler de fédération actuellement? Est-ce qu'il est opportun? Non, ce qu'il est opportun de discuter en ce moment, c'est d'une armée, c'est-à-dire mettre ensemble les 3 armées pour un objectif précis. Parce qu'on a les mêmes problèmes au Niger, au Mali et au Burkina. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun garde ses unités ou on donne le commandement à une seule personne qui va faire? Enfin, moi, je ne suis pas un militaire, mais c'est ce que je me dis. Est-ce que ça, c'est impossible? Donc, avant de parler d'une fédération ou des États du Sahel, si c'est les États du Sahel, c'est un État. Voilà, il faut que ça soit un État. Et puis, voilà, il faut montrer qu'on est sérieux. Il faut que, je ne sais pas moi, une armée
règle le problème là avec les mêmes moyens, mettre les moyens ensemble, on règle. Si on peut faire ça, on peut le faire pour l'économie, on peut le faire pour la diplomatie, on peut le faire pour d'autres choses. Et avec, c'est-à-dire ne pas le faire contre les voisins, parce qu'il y a aussi ça, il faut préparer les voisins pour qu'on soit ensemble demain. Voilà. Sinon, si ces trois États-là se retrouvent tout seuls, ils sont isolés, et puis les autres, vous savez bien comment ça se passe. Hein. Ils vont étouffer. Et ça sera encore ce que j'appelle la violence contre nous-mêmes ou la haine de nous-mêmes. Voilà. Allez-y, justement, ça c'est clair que c'est l'idéal, c'est quelque chose vers lequel on devrait aller. Mais on a comme l'impression aussi que les esprits, ils restent marqués même par les frontières qu'on dit même obtenues de la colonisation. Tant et si bien que chacun veut garder son pouvoir par rapport à la parcelle qu'il a héritée. Ouais. Est-ce que ça, ce n'est pas un frein en définitive? Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc il faut discuter. Il faut discuter, il faut que la parole se libère, que les arguments soient mis... voilà, ceux qui pensent que c'est la meilleure solution de garder les frontières, ils viennent, on parle. Qu'est-ce que les frontières nous ont permis de réaliser? On ne va pas loin. Au contraire, ça ne fait que nous affaiblir. Ok. Mais ils ne sont pas sûrs que si nous nous mettons ensemble, ça va marcher. Mais essayons. On va dire on fait ça pendant 10 ans. C'est comme les trois armées là. On fait ça pendant 1 an. Et on voit si on a plus de moyens pour contrer ces gens-là et faire revenir la paix. Si ça marche, on essaie avec autre chose. Voilà. Mais moi, je ne pense pas que ça ne puisse pas marcher. Pourquoi la Chine nous fait envie tellement, ou donne envie même à nos dirigeants. La Russie, c'est pareil. Les États-Unis d'Amérique, c'est pareil. Mais ce n'est pas la Suisse qui les inspire. Hein, ou l'Albanie. Hein? C'est les grands espaces. Mais où est le plus grand espace dans la géopolitique de c'est ici? 30 millions de kilomètres carrés, encore une fois. Voilà, donc c'est nous. Au Burkina Faso, moi je reviens sur les questions d'enseignement. La tendance, c'est l'enseignement technique, c'est l'enseignement professionnel, c'est des lycées scientifiques. Bon, aujourd'hui, parler de sciences sociales sous certains cieux au Burkina, c'est très compliqué. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Bon, pour un pays qui a faim, que peut apporter un philosophe? Non, je crois que là encore, c'est une erreur. Non pas de mettre l'accent sur les sciences, la technologie, on a besoin de ça pour faire avancer un pays. Mais faire ça en combattant les humanités, je crois que c'est une erreur. On va encore se couper de notre histoire. Voilà, quel est l'un ingénieur qui ne croit pas ou qui ne sait pas que la technologie est une invention proprement africaine. Et j'insiste là-dessus. C'est quoi la technologie? C'est même des archéologues européens qui ont les... En tout cas, c'est une équipe dirigée par une archéologue française avec qui j'ai eu à interagir. Bon, on ne s'est pas rencontré physiquement, mais elle a dit, voilà, j'ai mes fouilles du bassin de Turkana, c'est sur le territoire kenyan. C'est là que les premiers outils fabriqués de main d'êtres humains ont été exhumés. Et on appelle ça le début de la technologie, le début de la technique. C'est quoi? C'est d'utiliser un artifice pour aller là où mon bras ne peut pas aller, où mon bras est trop faible pour aller. C'est ça. Et au fur et à mesure de l'évolution, on a vu. Regarde, prenons le cas de l'Égypte ancienne. Qui peut dire que ce n'est pas le sommet de la technologie là-bas? Voilà. Je parlais avec... Bon, c'est mon fils, c'est lui qui a amené ça. Et il me dit, mais ce qui m'impressionne chez les gens là, c'est mon fils de 18 ans. Hein. C'est même pas, il m'a pas cité la pyramide ou l'obélisque ou tout. Il dit, c'est les blocs de plusieurs tonnes. Parce que nous, on sait construire avec des petites briques. Il dit, mais comment ils ont imaginé qu'avec... Mais personne n'a jamais fait ça. Et c'est pas empirique, parce que ça vient, je dis, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, voilà, ils ont réussi à faire ça, donc tout le reste, ils peuvent le faire. Voilà. Je crois que ça, c'est la technologie. Et ils n'ont pas abandonné les lettres. La religion, c'est eux. La religion, c'est eux. C'est eux, c'est leur création, leur rapport au transcendant. Même la notion de Dieu, hein, de divinité et tout, c'est eux.
Donc, et c'est la société la plus technologiquement avancée du monde ancien. Donc c'est compatible. Je suis d'accord avec le développement des sciences. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas se couper de notre culture. Et les humanités servent à ça. Voilà. Juge Vaha. Oui, c'est-à-dire bien connaître d'où on vient, ce dont on a été capable, et donc ce dont on est capable. Mais en même temps, quand on prend quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, ça a été son combat, parce que même cette Égypte-là, beaucoup l'ont présentée moins africaine, alors qu'elle est négro-africaine. Et ça encore, c'est un débat. Non, ce n'est plus un débat. Ceux qui parlent, c'est parce qu'ils veulent bien parler. Il y avait une volonté de falsifier. Oui, c'est clair que ça. C'est difficile, il y a certains esprits qui encore le refusent. Nous qui le découvrons, pourquoi est-ce que nous n'en faisons pas vraiment la promotion dans notre éducation? Parce que ça peut apporter beaucoup. Mais c'est encore une fois le problème du respect de soi et de la confiance en soi. Parce que, vous voyez, si vous avez confiance en vous, vous cherchez qui vous a donné la vie. Bon, vous êtes né, vous avez trouvé un papa, une maman. Si vous avez la chance, vous avez le papa du papa, le papa de la maman, etc., etc. Et vous remontez. Vous remontez, c'est juste ça. Et si on remonte, on ne va pas s'arrêter en tant que nation. À l'arrivée de la colonne Voulé-Chanois-Nawaga, hein? Ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien, au contraire. Donc, on va au-delà de ça. On va au-delà du XVIe siècle. On remonte aux grands empires. Et on continue parce que ça continue. Et donc, fatalement, on remonte à l'Égypte ancienne. Et même au-delà. C'est ce que tous les autres font. Les Français, les Chinois, les Coréens et tout. Nous sommes peut-être les seuls à ne pas le faire. Et c'est pour ça que le débat a lieu. Les autres se permettent peuvent insinuer. D'abord, ils ne disent pas que ce n'est pas africain. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que tout le monde le sait, mais ils peuvent tenter de faire croire que la culture, la civilisation, la langue ont été apportées par un peuple étranger, un peuple extérieur. Non, c'est aux Africains de revendiquer cet héritage, non pas en parlant, comme je suis en train de faire ici, mais en le transmettant aux enfants. Voilà. Et moi, je peux vous le dire, hein, je donnais quelques signes hiéroglyphiques à mes propres enfants. Bon, et ils n'ont pas de doute là-dessus. Et généralement, les enfants n'ont pas de doute dessus. Donc, c'est un problème de nous, adultes. Et je pense que notre devoir, c'est au moins de leur donner ce patrimoine-là pour la confiance en soi. Et ils vont faire le reste. Ils vont faire le reste. Alors, vous l'avez peut-être suivi depuis l'extérieur, il y a un débat qui se pose actuellement au Burkina. Les intellectuels semblent être incompris. Bon, je pense que... bon, moi, ce que j'entends, c'est qu'on dit que les intellectuels sont responsables de ce qui nous arrive. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Si c'est vrai, c'est grave. Ce n'est pas les intellectuels qui dirigent ce pays. Ils ont dirigé également. Non, alors s'ils dirigent, alors ce sont des politiques. Et donc il faut leur demander des comptes en tant que politiques. Et si en plus ils étaient des intellectuels, c'est une circonstance aggravante. Voilà. Donc, sinon, on ne peut pas parler des intellectuels d'une façon générale en disant, comme ce sont eux qui nous mettent dans des problèmes, on va s'en débarrasser. Moi, je connais beaucoup d'adversaires avec qui je parle, hein, qui, soit quand ils parlent, ils ne sont pas écoutés, quand ils donnent des conseils, les conseils ne sont pas écoutés. Certains même sont obligés de fuir leur pays. Voilà. Donc le problème de l'Afrique, c'est justement parce que, je ne dis pas que tous les intellectuels font ce ils devraient faire. Et puis le politique devrait leur demander de cahier de charges, parce que c'est eux qui financent la recherche. Donc vous financez, nous voulons des résultats. Ça se fait partout dans le monde. Mais ici, est-ce qu'on fait ça? Est-il possible de dissocier le politique de l'intellectuel? Oui, oui. Moi, là, je vous parle en tant qu'intellectuel. Voilà. Mais je peux aussi en tant que citoyen, et d'ailleurs c'est le cas, je suis engagé, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est plutôt ça qui est vrai. C'est-à-dire que, enfin, ça c'est mon cas. Pendant longtemps, je me suis dit, je ne vais pas aller là-bas, c'est une perte de temps. Et la politique, à l'époque, vous saviez comment, est-ce que c'est le sens qu'on donnait? Ma mère n'a jamais été à l'école, elle ne comprend pas français. Mais quand elle veut parler de quelque chose qui est louche,
Et elle utilise le mot politique, c'est-à-dire, voilà, un tel devait avoir ci, devait avoir ça, c'est elle qui parle. Hein. Mais on a utilisé la politique. On a fait la politique, et voilà. Donc c'est quelque chose que, bon, à un moment donné, je me suis dit, quand même, si nous voulons le changement, alors, il faut mettre la main à la pâte. Donc, je me suis engagé. Donc, aussi, je peux parler en tant que citoyen, j'ai le droit de faire la politique. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense que ça suffit. Il faut qu'on se respecte, qu'on se fasse respecter et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Voilà. Oui, effectivement, ce qui est reproché aux intellectuels, c'est de ne pas être pragmatique, c'est d'avoir les pieds ici et la tête en Occident, comme le Premier ministre l'a dit. Je ne sais pas de qui le Premier ministre parle. Devant la représentation nationale. On parlait de diplômés formatés. Oui, mais lui, le Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore la tête là-bas. Peut-être que les autres, c'est trop tard, mais qu'est-ce qu'on fait pour que celui qui a un corps d'Africain ait aussi une tête d'Africain? Moi, s'il fait quelque chose, là, j'applaudirai. Mais le fait de dire, c'est un constat. Mais ça, moi, je le sais avant même d'être entré en politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré dans le mouvement Sens. Nous allons pouvoir enfin nous occuper de nos affaires, nous-mêmes, pour construire la société que nous voulons demain. Un dernier commentaire, Juge Favara. Donc ça veut dire que depuis vous avez dissocié, vous avez dit politique forcément ça ne doit pas rimer forcément avec magouille, et qu'il y a la possibilité d'y amener un peu plus de sincérité et d'objectivité. Exactement, avec une éthique. C'est ça que nous voulons que la politique soit. Par exemple, demain, on dit, voilà, c'est un tel, moi ou quelqu'un d'autre, je fais ce que j'ai à faire, je rends compte, si j'ai mal fait, il ne faut pas dire que c'est un ami, on a été non, je dois payer. Voilà. Si j'ai bien fait, ok, on me donne la médaille et je continue autre chose, parce que mon métier, c'est pas ça. La politique, c'est une mission. J'ai fait les 5 ans, puis je retourne dans mes amphis, c'est tout. C'est comme ça que ça... Moi, je pense que c'est comme ça que ça devrait être. On ne peut pas... Et puis, on ne peut pas dire qu'on a une carrière politique. Ça, c'est pas bon. Nous avons connu ça aussi. Ça, c'est l'Égypte ancienne. Mais au moins, la société marchait. Au moins, ça marchait. Mais si ça ne marchait pas, il faut changer, quoi. Si on se développe, c'est en tirant de soi-même les éléments de son propre développement. Ainsi parlait l'éminent professeur Joseph Kizerbo. Et c'est sur cette note que nous mettons un point final à cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions Yoporeka Somé, philosophe et égyptologue. Il était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci de m'avoir fait venir. Je suis un citoyen, donc je réponds quand je suis convoqué. Merci, juge Ofavaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bena Bougma, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui nous avez suivis de plusieurs villes du Burkina Faso. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.